Donc, bienvenue à cette conférence organisée par le réseau Sociopolis. Sociopolis, c'est un réseau de chercheurs en sciences sociales, notamment en sociologie, anthropologie et sciences politiques, qui rassemble la communauté scientifique d'Agropolis autour de questions liées à l'alimentation, à l'environnement et à l'agriculture. Donc, on a différents formats de séminaires dans le réseau Sociopolis. Et un de ces formats, c'est précisément celui d'aujourd'hui. C'est une conférence qui vise un dialogue interdisciplinaire, notamment avec les autres disciplines de nos centres de recherche, que sont l'agronomie, la génétique, la biologie, etc. Donc aujourd'hui, on est heureux d'accueillir Benoît Daviron, qui est économiste au CIRAD, qui est spécialisé sur l'organisation du commerce international des produits agricoles et qui va nous parler de son livre Biomasse, une histoire de richesse et de puissance. Et puis, on est également heureux d'accueillir Éric Malézieux, qui est spécialisé en horticulture, en agroécologie et en agroforesterie, et qui s'intéresse de près aux défis mondiaux posés par l'agriculture et l'alimentation. Alors donc, je vais vous laisser la parole pendant 1 heure. Le format de conférence que vous nous avez proposé aujourd'hui, c'est celui de l'entretien, qui a le mérite d'être un format un peu plus interactif qu'une conférence classique. Donc c'est Éric Malézieux qui va se charger de cet entretien auprès de Benoît Daviron, tout en apportant un regard réflexif à partir de ta discipline, Éric, qui est l'agronomie. Et ensuite, on aura 30 minutes d'échange avec la salle, y compris la salle virtuelle, puisque en théorie, vous avez accès au chat, et donc je prendrai les questions. Voilà, bonne séance. Donc, merci Emmanuel pour ton introduction. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Donc, je disais que j'étais très heureux aujourd'hui de participer à ce séminaire Moïsa et très heureux de te rencontrer de nouveau Benoît, puisque comme je disais, il y a 20 ans, on était tous les deux délégués scientifiques à la direction scientifique du CIRAD. Tu étais chargé de la MES, la mission économie et sciences sociales, et j'étais chargé de la mission AGER, agronomie, gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Et c'était un moment où le CIRAD était en pleine mutation, la science au centre à l'époque, ça devait être à peu près ça, et également au moment où les questions environnementales commençaient à émerger de façon prégnante dans toutes les réflexions. Donc merci de m'avoir invité, proposer cet entretien qui nous permet de relancer ces discussions et surtout pour discuter de ton ouvrage Biomasse, une histoire de richesse et de puissance, qui est là, que tu as écrit et publié dans la collection Synthèse des éditions Quae. Alors l'ouvrage est sorti en 2019, mais Covid oblige. C'est aujourd'hui que nous nous retrouvons pour en discuter. Alors, premier point que j'ai envie de dire, et je ne vais pas y aller par le quatre chemins, j'ai adoré ce livre, vraiment, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la littérature scientifique qui sort aujourd'hui, les ouvrages d'une manière générale, sont nombreux, mais ils sont aussi nombreux à dire la même chose, à converger vers une pensée, je ne vais pas dire une pensée unique, parce que certains aiment contredire et se plaisent aussi à s'ériger en héros d'une pensée opposée. Donc on a un peu voilà, des convergences comme ça. Mais là, tu nous proposes autre chose, un nouveau cadre d'analyse, je dirais. Tu nous proposes une théorie que tu vas t'appliquer à soigneusement vérifier, et une théorie qui dépasse un peu les frontières disciplinaires. C'est en ça qu'elle nous interroge, nous interpelle tous. Une théorie des rapports entre les hommes et le monde, entre les hommes et la Terre. Et cette théorie, non seulement tu vas la développer, mais tu vas aussi la transformer en une gigantesque fresque historique qui va éclairer un peu d'un jour nouveau notre vision des agricultures du monde. Donc vraiment, j'ai eu un grand plaisir à lire ce livre. C'était plus le confinement, donc on avait un peu le temps de vraiment de savourer tous les méandres. Alors venons-en au fond de l'ouvrage finalement, et ton hypothèse, elle est simple, elle comporte 2 volets. Premier point, c'est que la quête de la richesse et de la puissance est l'un des moteurs de l'histoire. Alors, c'est bien de le dire de façon aussi courte, parce que finalement, la pensée est assez simple dans l'ouvrage tel qu'elle est exprimée. Ça, c'est le premier. Alors, c'est un peu un ressort moral ou philosophique, je dirais, donc c'est peut-être pas ce point-là qu'on va développer le plus aujourd'hui. C'est le second.
Et le second volet nous dit que l'énergie et la matière sont les deux volets de la richesse et de la puissance, et que la biomasse en est un élément central. Donc là, on est vraiment au cœur de la thèse que tu développes, et l'agriculture est bien sûr au centre de cette affaire-là, produit en grande partie cette biomasse, en tout cas c'est là que les hommes interviennent, et elle consomme aussi de l'énergie. Et donc une fois qu'on a dit ça, c'est un peu ton E égale MC2, hein, puisque tu nous montres cette relation entre énergie, matière, et je dirais que l'équation est posée, l'intrigue est posée, et après le roman peut commencer. C'est une saga de 390 pages, largement documentée. Bravo pour la recherche quantitative, il y a un effort, je dirais, colossal aussi de recherche quantitative dedans. Assez peu illustré, mais de belle manière. J'ai beaucoup aussi aimé les illustrations des débuts de partie de Laure Cordès, vraiment très belle planche. J'ai l'impression de lire Corto Maltese, la quête de la biomasse, on pourrait appeler ça. Et dommage qu'il n'y ait que 6 parties, parce que du coup, il n'y a que 6 planches. Mais bon, j'en profite pour te glisser une idée, ça se transformerait très très bien en BD. Et je pense que ça serait vraiment un bel ouvrage. Donc tu nous donnes à voir la biomasse, finalement, comme clé de lecture de l'histoire humaine. C'est un peu ça le fondement du livre. Et en ça, bon, on peut dire qu'il va interpeller beaucoup de disciplines, en fait. Et derrière la biomasse, tu l'as définie au sens large, parce qu'on peut inclure aussi dans la réflexion, bien entendu, toute la biomasse transformée au carbonifère, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, le gaz, dont tu analyses très finement les interactions entre la biomasse vivante et cette biomasse transformée qui nous sert d'énergie. Alors, tu commences par définir 2 métabolismes qui sont les fondements du livre, le métabolisme solaire et le métabolisme minier. Donc ça, c'est les 2 points clés duquel le raisonnement part. Et le métabolisme solaire, c'est celui dans lequel la biomasse est le moteur principal et l'énergie est d'origine photosynthétique. Et le métabolisme minier, c'est celui qui vient après, c'est là où l'énergie vient du sous-sol. Peut-être tu peux nous donner la définition de ces 2 métabolismes avant d'aller plus loin. Ça permettra de saisir les différents éléments. Et d'où vient finalement cette idée de définir ces 2 grands métabolismes qui vont générer l'évolution des agricultures? Effectivement, l'organisation du livre, en fait, et l'histoire, c'est une histoire, hein, c'est une histoire. Essaye d'articuler 2 cadres théoriques, on pourrait dire, pour discuter de l'agriculture, de l'évolution et de ses caractéristiques. Il y a d'un côté cette histoire de métabolisme, je vais développer, et puis il y a l'histoire des hégémonies sur lequel on viendra après. Hein. Donc sur le métabolisme, donc il s'agit du métabolisme social. C'est une notion en fait qui a été construite progressivement par différents historiens, mais aussi économistes, sociologues. En bonne partie avec une grosse équipe en Autriche, hein, à l'Institut d'écologie sociale, mais aussi des historiens comme Anthony Wragley, qui est vraiment un historien, mais aussi à Barcelone. Hein, il y a tout un courant qui travaille sur ces questions-là. L'idée de métabolisme social, elle est simple, elle est de dire, finalement, toute entité humaine, que ce soit une famille, un village, une ville, un pays, n'existe qu'à condition d'être traversée par un flux de matière et d'énergie. Il faut qu'il y ait de l'énergie et de la matière qui rentrent de toute façon, qui va permettre à cette entité sociale d'exister dans la durée. Et puis, il va y en avoir qui va sortir sous forme de déchets de différentes façons. Donc, l'idée, c'est ça. Après, la distinction solaire et minier, c'est un peu, alors c'est une innovation, si on peut dire, de ma part. Les travaux, la plupart du temps, font l'opposition entre organique et minéral, ou bien entre agricole et industriel. Moi, j'ai préféré parler de solaire et minier parce que l'entrée donc un métabolisme solaire, c'est en fait le métabolisme de toute société qu'on va appeler traditionnelle, dans lesquelles la biomasse finalement est au cœur en termes de fourniture d'énergie et de matière, que ce soit pour s'habiller, pour se loger, pour se déplacer, pour se nourrir, pour tout, pour toute la vie matérielle.
Et je préfère l'appeler solaire parce que effectivement, ça pointe bien ce rôle du soleil comme source de photosynthèse, pour la photosynthèse, mais aussi c'est le soleil qui va permettre au cours d'eau d'exister, c'est le soleil qui va permettre au vent d'exister, et c'est deux sources d'énergie complémentaires, d'énergie mécanique, qui jouera un rôle dans l'histoire qui n'est pas du tout négligeable, en fait, comme on le verra peut-être. Et puis le métabolisme minier, j'aime bien l'appeler minier parce que, plutôt que minéral, parce que ça fait vraiment référence à cette idée qu'on va chercher sous le sol. Au lieu de chercher la lumière du soleil, finalement, et la photosynthèse, on va chercher sous le sol les ressources, que ce soit des ressources fossiles, d'énergie fossile, ou des ressources minérales comme du fer ou quoi que ce soit. Avec l'idée que les mines, de toute façon, ça s'épuise, on le sait tous. Et ça met aussi en avant cette idée forcément de non-durabilité du métabolisme minier. Alors, c'est très bien parce que c'est très symbolique finalement. Effectivement, on passe du ciel au sous-sol et c'est tout à fait intéressant. Et tu places donc l'énergie finalement au cœur des mécanismes et tu abordes ce lien entre matière et énergie qui est un peu le fondement de la physique aussi. Hein. C'est ça que c'est assez intéressant de voir comment tu y reviens. Et en cela, tu t'écartes un peu des autres auteurs qui ont retracé un peu des histoires des civilisations agricoles. On peut penser à Malassis, Mazoyer, Rastoin aussi, mais qui avaient relativement peu placé l'énergie finalement au cœur de leur réflexion. Et en ça, je trouve que c'est très intéressant. Alors, tu nous démontres aussi avec brio comment les hégémons, tu les appelles comme ça, les hégémons se succèdent grâce justement à leur maîtrise de ces métabolismes. D'abord les Provinces-Unies, alors la saga commence au XVIIe siècle, hein, d'abord les Provinces-Unies, puis l'Angleterre au XIXe, puis les États-Unis au XXe, et enfin la Chine au XXIe siècle, avec un point d'interrogation quand même dans l'ouvrage, on y reviendra. Et tu analyses très bien aussi les outsiders directs de ces différentes périodes, la France notamment, au XVIIIe, au XIXe, l'Allemagne, puis le Japon au XIXe et au XXe. Alors on y reviendra peut-être, tu t'intéresses surtout aux winners, aux hégémons finalement, et relativement peu au reste du monde. On pourrait y revenir un petit peu sur ce point-là. Alors, on pourrait avoir beaucoup d'entrées finalement pour discuter de cet ouvrage. On peut avoir des regards des différentes disciplines. Moi, en tant qu'agronome, beaucoup de points m'ont effectivement interpellé. Et surtout en tant qu'agronome, c'est comment produire de la biomasse au cours de ces différentes civilisations. Et ce qui est très bien, tu nous donnes des clés de lecture des deux façons finalement d'augmenter la biomasse, qui sont à la fois augmenter son espace de culture, et puis intensifier la surface qu'on met en culture. Et là, il y a vraiment une réflexion très approfondie dans l'ouvrage sur la façon dont les différentes civilisations ont pu maîtriser ces deux éléments avec leurs indicateurs que sont la productivité de la terre, le rendement, la productivité du travail et last but not least, l'efficience énergétique de ces processus. Et c'est ça qui est très, très intéressant, je trouve, dans le livre, c'est le lien entre ces trois éléments qu'on retrouve en filigrane un peu partout. Deuxième volet important que tu abordes aussi, c'est les rôles de la biomasse, qui était très diversifié dans le métabolisme solaire. Hein. La biomasse servait, tu le montres bien, à se vêtir, à se loger, à se déplacer, etc. Et petit à petit, finalement, la biomasse devient strictement alimentaire dans nos civilisations, enfin de plus en plus. On y reviendra, avec une modification majeure aussi du rôle de l'animal et de sa place dans nos sociétés. Donc tous ces éléments-là nous interpellent, on va y revenir, et on essaiera aussi à la fin de l'entretien de réfléchir aux mutations actuelles. Est-ce que finalement elles nous annoncent ou pas la fin du cycle minier? On voit bien qu'on est dans un système à bout de souffle à bien des égards, et finalement quelles vont être les issues? On essaiera de voir si l'ouvrage nous donne des clés de lecture de ça. Mais commençons par aborder peut-être un moment assez crucial qui est le changement de métabolisme. Au 19e, c'est ça que j'ai trouvé assez fascinant. On a un passage du solaire au minier qui se traduit par d'importants bouleversements. Et c'est là où on voit, et ça tu le décryptes très très bien, c'est le rôle que la chimie a joué, donc la science d'une certaine façon, mais la chimie dans cette modification. Alors pour les agronomes, c'est un moment important parce que Liebig, 1850, tu le cites, hein,
qui montre le rôle des éléments minéraux dans la nutrition des plantes, dans son ouvrage « Chimie appliquée à la physiologie végétale et à l'agriculture ». Et ça, c'est un vrai tournant. C'est un tournant pour le monde entier, c'est un tournant pour les agronomes aussi, parce que c'est le moment où l'agronomie naît aussi, moderne, on va dire, avec cette fascination sur l'azote et l'augmentation des rendements. Et ça, j'ai été très interpellé par ça. Et tu montres que dans les civilisations à l'époque, alors d'abord, on cherche de l'azote naturel, hein, notamment les importations de guano, tu montres, mais très très rapidement, c'est la révolution du charbon qui permet la production chimique de l'ammoniac. Et via le procédé Haber-Bosch allemand, la chimie organique devient au cœur des transformations. On peut enfin avoir de l'azote à satiété. Il suffit d'avoir de l'énergie fossile et on peut injecter dans les sols finalement tout ce qu'on veut, sans transfert de biomasse, fini les besoins de l'élevage, etc. Après, on peut revenir sur ce point-là parce que là, tu le décris de façon extrêmement claire, et on voit bien que ce qui est bien, c'est que tu dates ça, enfin un tournant décisif vers 1920, où les rendements agricoles vont exploser, l'agriculture se dissocie de l'élevage, l'agriculture se dissocie de la forêt, tout ça, finalement, grâce à des chimistes allemands qui ont mis au point des procédés de captation de l'azote. Alors, je vais revenir un peu en arrière Ouais. sur Ouais. ta D'abord, pour clairement, quel est un peu le projet intellectuel de ça. C'est en gros de dire finalement, d'essayer de montrer que chaque hégémone a un. On peut associer à chaque hégémone, à chaque puissance hégémonique, donc États-Unis, Royaume-Uni, États-Unis, et puis peut-être un métabolisme social, des caractéristiques particulières du métabolisme social. La façon de mobiliser l'énergie et la matière, la façon de trouver des sources d'énergie et de matière, la façon d'utiliser l'énergie et la matière spécifique à chaque hégémone, dont la biomasse. Et donc l'idée, c'est effectivement d'essayer de montrer qu'il y a un usage, il y a à la fois une façon de produire et d'utiliser la biomasse qui est spécifique à chaque hégémone. C'est un peu l'idée qui peut être contestée. C'est l'hypothèse, en fait. C'est l'hypothèse que je cherche à... D'accord, merci. C'est l'hypothèse que je cherche à travailler, à discuter, éventuellement à valider dans cette affaire-là. Alors, pour venir tout de suite à l'actualité, effectivement, un des enjeux pour moi que je trouvais, qui m'a beaucoup plu d'essayer de montrer dans cette affaire-là, c'est la très grande spécificité de la situation agricole contemporaine au regard de l'histoire humaine. Spécificité dans les usages des produits agricoles, dans le sens où effectivement aujourd'hui l'essentiel des produits agricoles servent à l'alimentation et uniquement à l'alimentation et non plus du tout à tout un tas d'autres besoins humains qui étaient autrefois fournis par des produits agricoles et de la biomasse plus largement. Les produits animaux étant une caricature de ça dans un sens, puisque effectivement les animaux aujourd'hui qui sont présents dans l'agriculture sont censés nous fournir des protéines animales, point barre, en gros, un peu de matière grasse, mais essentiellement des protéines. Alors qu'autrefois, ils étaient fournisseurs de travail, de chaleur, d'engrais, de peau, de laine, de fibres, et éventuellement de viande. Et la viande ou les protéines animales jouant finalement un rôle relativement marginal par rapport aux autres ressources que fournissaient les animaux. Et aujourd'hui, les animaux sont réduits à effectivement ce rôle de fournisseurs de protéines animales ou d'animaux de compagnie, avec cette espèce d'énorme contraste, enfin disjonction, paradoxe entre d'un côté des animaux de compagnie et des animaux producteurs de protéines animales. Donc, une transformation dans les usages des produits agricoles radicale, et là qui est très liée, alors je vais en parler tout de suite, au développement de la chimie, effectivement, de l'industrie chimique et du développement des produits de synthèse. Et de l'autre côté, une agriculture qui a été radicalement transformée aussi en bonne partie par la chimie, et dont une des manifestations les plus évidentes, on pourrait dire, mais même tellement évidentes qu'on l'oublie de certaine façon, c'est que le XXe siècle a connu une remise en cause de ce qu'on pourrait appeler la malédiction de Bossrop. C'est-à-dire ce que Esther Bossrop montre, c'est que finalement, dans l'histoire humaine, les gains de productivité, les gains de rendement se sont faits essentiellement au détriment de la productivité du travail. C'est-à-dire que pour avoir plus de rendement, il fallait mettre plus de travail, mais plus de travail, plus que le gain en rendement qu'on avait. Donc en fait, que la productivité du travail diminuait. Et on a des données d'anthropologues, d'historiens qui montrent effectivement bien ça. C'est-à-dire que
des chasseurs-cueilleurs ou des gens qui font du slash and burn ont une productivité du travail, c'est-à-dire une quantité de calories produites par journée de travail bien supérieure aux agricultures européennes du XVIIe ou du XVIIIe. Et ça, c'est Bossrop, hein, c'est-à-dire effectivement, on augmente les rendements, mais au prix de la productivité du travail. La particularité du XXe siècle, l'incroyable particularité du XXe siècle, c'est effectivement que on va avoir dans l'agriculture un gain à la fois des rendements, une croissance incroyable des rendements, mais aussi de la productivité du travail, encore plus forte même. Mais le prix à payer pour ça, c'est quoi? Ça va être de l'injection de quantité énorme d'énergie fossile dans l'agriculture. En fait, l'idée de Bossrop, elle reste valable si on raisonne en termes d'énergie, c'est-à-dire que le rendement, les gains de rendement, ils se font au prix d'une injonction de quantité croissante d'énergie dans l'agriculture. Travail autrefois, énergie fossile au cours du XXe siècle. Alors, 2 mots sur la chimie, puis j'arrête. Hein. Effectivement, cette question de la chimie, elle est vraiment passionnante, je trouve, parce que c'est elle qui, en bonne partie, va bouleverser les conditions à la fois des usages et de la production agricole. Dans la phase de l'hégémonie anglaise du XIXe siècle, d'une certaine façon, il n'y a pas de bouleversement radical de la façon de produire et d'utiliser les produits. C'est-à-dire que les quantités s'accroissent, mais elles s'accroissent dans les usages parce qu'on a effectivement la machine à vapeur qui permet finalement de transporter et de transformer beaucoup plus de biomasse qu'avant et beaucoup plus de produits agricoles qu'avant. Et la production, elle change d'une façon, si elle change, c'est dans le sens de l'extensification, puisque la particularité du XIXe siècle, et dans le cadre de l'hégémonie anglaise, c'est d'avoir une dynamique de front pionnier incroyable qui remet en partie en cause les techniques d'intensification qui avaient pu émerger en Europe, d'abord dans les Flandres, puis en Hollande, puis après en Angleterre avec les Provinces-Unies. Et Liebig se désespère de voir cette agriculture américaine qui est complètement minière, qui épuise la fertilité des sols et qui n'a pas du tout cette logique de durabilité que pouvait avoir l'agriculture européenne telle qu'elle s'était développée au cours des siècles précédents. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater un peu les différentes stratégies qu'ont pu avoir les pays à ce moment-là, parce que tu montres bien aussi que l'Angleterre et la France, de par leurs colonies finalement, ont finalement pris du retard par rapport aussi à l'Allemagne, qui a fait ce tournant industriel pour augmenter les rendements de son agriculture beaucoup plus rapidement, finalement. 2 mots là-dessus. Effectivement, de certaine façon, si on revient un tout petit peu en arrière sur le XVIIIe siècle, la France et l'Allemagne, leur problème, c'est de sortir d'une situation de périphérie vis-à-vis des Provinces-Unies. C'est toujours ça le problème des candidats à l'hégémonie, des rivaux de l'hégémonie. Et ils vont le faire essentiellement sur une logique sur l'espace national. Alors, y inclut les colonies, on pourrait dire. Hein. Donc, sur l'espace de la métropole, c'est toute la logique de ce qu'on appelle le mercantilisme chez les économistes, hein, c'est-à-dire de privilégier finalement la valorisation des ressources de l'espace national. L'Angleterre ayant gagné la partie, en 15, hein, Waterloo, triste plaine, elle va s'ouvrir aux échanges mondiaux de manière incroyable et poursuivre sa croissance et sa puissance beaucoup sur l'importation de biomasse et l'exportation de biens facturés. Un point quand même important à avoir en tête, parce que tu as dit une chose que beaucoup de gens disent mais qui est fausse, ce n'est pas les colonies qui approvisionnent l'Angleterre. La seule colonie qui joue un rôle important pour l'Angleterre, c'est l'Inde. Mais l'Inde s'approvisionne dans le monde entier et est approvisionnée par nombre de nations souveraines, Argentine, Russie, États-Unis, etc., etc. Les échanges coloniaux, les échanges entre la métropole et les colonies anglaises, ou entre la France et les colonies anglaises, jouent un rôle relativement marginal. Je crois que ça représente en 1913 20 à 30% des importations de biomasse de l'Angleterre. Le reste, ça vient de nations souveraines, de pays comme l'Argentine qui vont connaître une prospérité incroyable, rêver qu'ils sont devenus un pays européen, enfin qu'ils ont acquis un niveau européen. La logique de l'Allemagne en particulier et des États-Unis en bonne partie aussi, ça va être de trouver un modèle qui soit à l'encontre de cette logique anglaise en fait. L'Angleterre se construit sa puissance et sa richesse ou l'entretient par des échanges avec le monde entier. L'Allemagne va essayer de le faire avec son territoire national de nouveau. On revient avec cette logique, valorisant au maximum les ressources de l'espace national et ce coup-ci les ressources du sous-sol. Essayer de tout faire avec du charbon. Et le projet de l'industrie de la chimie allemande, c'est ça. La chimie, on le sait tous, l'industrie chimique est d'abord allemande historiquement. Et le projet, c'est d'arriver à tout faire avec du charbon et surtout trouver le maximum de substituts à la biomasse
à base de charbon. Et c'est vraiment la logique. Ça commence avec les teintures, puis ça va se développer, ça va connaître tout un tas d'autres produits, dont les engrais, hein, c'est un point important, c'est Haber-Bosch, c'est 1913, effectivement. Avec la fixation de l'azote atmosphérique grâce au procédé Haber-Bosch, on ne dépend plus du fumier pour entretenir la fertilité des sols. Donc là, tu abordes aussi, c'est un des points sur lesquels tu assistes beaucoup dans le livre également, c'est grâce à la chimie, ce vaste mouvement de substitution des produits naturels, de biomasse par les produits de synthèse. Donc il y a de nombreux exemples. Hein. Dans la première phase, dans le métabolisme solaire, se déplacer, se chauffer, se loger, s'habiller, comme tu le dis, c'est une affaire de biomasse. Et puis petit à petit, la chimie va remplacer ces différents éléments. Alors, il y a quelques exceptions quand même qui subsistent encore toujours aujourd'hui. Le coton, la laine, le caoutchouc sont toujours là aujourd'hui et constituent encore des éléments importants. Donc, le règne de la chimie n'est pas total, mais on peut se demander quand même si la chimie peut maintenant aller grignoter un peu plus loin et jusqu'à aller grignoter la biomasse alimentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Tu donnes des exemples dans le livre. Hein. La saccharine, par exemple, à partir du pétrole. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin aujourd'hui? Donc là, on se déplace plus dans une version prospective, puisque tu nous montres quand même que la biomasse alimentaire, c'est le dernier rempart finalement de l'agriculture, quelque part. Oui, alors, sur une base de ressources fossiles, puisque l'enjeu, c'est bien ça, hein, c'est de remplacer l'usage de la biomasse par des produits de synthèse qu'on fabrique avec de l'énergie fossile. Charbon, au départ, puis pétrole avec la pétrochimie. Je ne crois pas trop, ça a été agité à une époque, hein, l'idée qu'on aurait des produits alimentaires à base de pétrole, etc. etc. Je ne pense pas que l'enjeu de la période soit là-dessus. L'enjeu de la période, je ne sais pas si on en est déjà là. Non, on n'en est pas encore là. J'ai brûlé les étapes. Mais c'est plutôt, effectivement, comment revenir à la biomasse comme source de matière première plutôt que le pétrole et le charbon. Pour l'industrie chimique, l'enjeu, il est plutôt là. Un des points également, c'était cette réduction des usages de la biomasse agricole. Donc, c'est un thème récurrent de l'ouvrage. Ce recentrage sur la biomasse alimentaire. Et pourtant, aujourd'hui, on ne cesse de nouveau, enfin, aujourd'hui, mais de la multifonctionnalité de l'agriculture, enfin, ça fait déjà un moment. Ça a été un des thèmes majeurs des recherches du CIRAD aussi. Comment expliquer ce paradoxe aussi? Au moment finalement où l'agriculture ne sert plus qu'à l'usage alimentaire, on ne fait que mettre en valeur ces autres propriétés. C'est qu'elle ne les a pas totalement perdues. Je ne suis pas un fan en fait de ce débat sur la multifonctionnalité. Tel que je l'ai compris et tel que je l'ai vu déployer ce discours sur la multifonctionnalité, il a principalement servi à justifier le maintien de subventions au secteur agricole en disant voilà, le secteur agricole, ce n'est pas que de la production de biens agricoles, c'est du paysage, c'est de la biodiversité, c'est etc., ce qui reste encore à démontrer, pour ce qui est de la biodiversité en tout cas, et des paysages aussi, hein, dans un certain nombre d'endroits. Et complément de ça, c'était le discours du ministère de l'Agriculture française, mais vous n'aurez pas ces différentes fonctions et ces différents biens, externalités que produit l'agriculture, sans avoir des produits agricoles. Donc il faut continuer de produire des produits agricoles pour avoir des paysages, pour avoir de la biodiversité, pour avoir tout ça. Je ne suis pas sûr que ça soit... C'est un discours opportuniste à un moment donné. Je n'y vois pas plus que ça, même si le CIRAD a pu travailler là-dessus. D'accord. Si on revient je reviens un petit peu en arrière sur ce transfert des biomasses vers la chimie, hein, finalement cette élimination finalement des usages non alimentaires de la biomasse. Il y a un exemple qui est savoureux dans le livre, c'est l'histoire des colorants. On n'y pense pas du tout et c'est très intéressant. Très tôt, tu montres que les colorants ont fait l'objet d'un commerce de longue distance très compétitif, donc dès le XVIe siècle. Hein. Et il y a toute une historique de ça, avec en Allemagne, à partir des teintures qui se développent, toute l'industrie de la chimie organique avec les teintures. C'est très intéressant. Il y a un moment, on se demande si tu ne vas pas un peu trop loin quand tu quantifies un peu l'art aussi, hein, en disant finalement, les Provinces-Unies sont devenues, grâce à ces biomasses, une puissance artistique, on va dire les choses comme ça. Est-ce que tu ne veux pas un peu trop loin là? Après tout, les hommes préhistoriques, en trempant les mains dans la boue, faisaient de l'art aussi. Et tout homme fait de l'art avec ce qu'il a autour de lui. Est-ce que vraiment, alors c'est peut-être
faut dire l'art en tant que richesse et puissance. Alors, c'est peut-être ça que tu voulais dire. L'idée, c'était aussi d'illustrer le fait qu'une des caractéristiques de l'hégémone, c'est d'être très présent et d'être très puissant sur le domaine culturel. Et qu'une partie de l'hégémonie, justement, repose sur cette capacité à produire des idées et à produire de l'art. Et c'est cette capacité qui va entraîner l'adhésion. Finalement, la différence entre hégémonie et domination, c'est que l'hégémonie se caractérise par l'adhésion des dominés. C'est pas seulement de la violence, de la contrainte, c'est l'adhésion, c'est entraîner l'adhésion. Et ça passe entre autres par le domaine culturel et par l'idée que finalement c'est chez l'hégémone que se jouent les innovations culturelles. Et la peinture flamande est une des illustrations de cette affaire-là, au même titre que le cinéma américain au XXe siècle vont être un des instruments et une illustration de l'hégémonie. Et là, c'est plus une affaire de biomasse, c'est autre chose du coup. Là, c'est plus une affaire de biomasse. Et sur les teintures, juste un petit mot, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, il faut vraiment. J'ai dû résister pour pas plonger dans les teintures parce que c'est passionnant à voir comme affaire. Ça a été l'objet de commerce très, très tôt dans l'histoire humaine. Et la biomasse. Alors, il y avait une partie de teinture minérale malgré tout, mais une bonne partie de la teinture était ou végétale ou animale et servait pour les teintures. Et en quelques décennies, en 2-3 décennies, la place des teintures dans le commerce international de biomasse disparaît quasiment, elle devient quasiment nulle, parce que les teintures allemandes, de la chimie allemande, les remplacent. Mais ça se fait en 20-30 ans. C'est extrêmement rapide. C'était quand même presque 5%, je crois, des importations anglaises au début du 19e, et ça va disparaître complètement des importations de biomasse. Et ça peut paraître anecdotique, mais d'une part, les teintures, c'était très important parce que c'est ça qui permettait de valoriser le textile aussi, la production textile. Donc, c'est très lié aussi à l'importance de l'industrie textile, l'importance des teintures. Et c'est autour des teintures, ça peut sembler bizarre, mais c'est quand même ce que montrent les historiens, que se sont construits les grands géants de la chimie allemande qui sont encore présents, comme BASF, Bayer, etc. Ils vont tous naître autour de cette activité initiale de la teinture. Oui, c'est vrai, particulièrement dans le bouquin, on sent que c'est un point d'intérêt particulier. Alors, il y a un autre thème que j'aimerais aborder maintenant, c'est comment ces fresques autour des métabolismes interfèrent avec l'alimentation, la nutrition. On a vu on a parlé un peu d'agronomie, on a vu la chimie, et je dirais maintenant, voyons la nutrition, tu le dis, donc à partir de 1914, la Grande Guerre, on voit bien qu'il existe un type de biomasse qui est sans substitut, c'est bien la biomasse alimentaire, elle devient stratégique, la guerre commence aussi. Et tu montres, c'est page 185, je crois, que la guerre va avoir l'émergence d'une nouvelle discipline, la nutrition. Ça, c'est intéressant de voir ça. Et tu reprends ici la formule du géographe Lacoste, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, et tu le remplaces par la formule la nutrition, ça sert d'abord à faire la guerre aussi. Et ça, c'est intéressant de voir comment, justement, les calories, comment on peut nourrir finalement la population en temps de guerre devient un enjeu majeur. Et d'ailleurs, entre les deux guerres, l'Allemagne va intensifier son agriculture grâce aux engrais chimiques, mais avec cette préoccupation de comment nourrir le peuple. Et tu montres d'ailleurs, c'est un peu plus loin, page 188, là, comment la volonté d'autonomie et d'espace vital a été un des moteurs de la Seconde Guerre mondiale. Même Hitler, à un moment, le territoire russe est notre Inde, et tout comme une poignée d'Anglais règne sur l'Inde, nous gouvernerons notre propre territoire colonial. Et on voit bien la conjonction des deux, à la fois de l'espace et de l'intensification, pour nourrir finalement la population allemande en croissance. Mais... Oui, je vais reprendre ces deux points et dans l'ordre, en partant du dernier. Effectivement, finalement, moi, ce que je crois avoir compris à l'occasion de ce bouquin de l'affaire nazie, de l'affaire allemande des années 30 et puis de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que ce que Hitler a retenu, et pas que lui, mais de la Première Guerre mondiale, c'est que finalement la stratégie allemande qui s'était construite sur l'idée qu'on allait tout faire avec les ressources de l'espace national, en fait, avait été un échec et s'était traduite par la défaite de 14-18. Que ça n'avait pas marché finalement, que ce n'était pas suffisant et que s'il fallait faire face, et pour
pour Hitler et les nazis, c'est très clair, les faire face au rival américain, parce que le rival, c'est les États-Unis, ce n'est pas l'Angleterre ou la France, certainement pas la France, il fallait avoir finalement un territoire plus grand que le seul territoire allemand. Et un territoire, si possible, continu, comme les États-Unis. Les États-Unis ont cette particularité. Et donc, il fallait mettre en place une logique de front pionnier, on pourrait dire, à l'est de l'Europe, dans la grande Russie, compris en détruisant, en tuant des millions de gens, mais finalement en faisant ce qu'ont fait les États-Unis quand ils ont détruit les populations indiennes sur leur pays. Donc, il y a vraiment cette référence à ce modèle américain qui est explicite chez Hitler, et c'est ça le projet. La guerre avec l'Allemagne ou avec la France ou avec l'Angleterre, c'est un à côté d'une façon. C'est juste avoir les mains libres pour pouvoir faire ce qu'on veut en fait en Russie. Sur la nutrition et sur les, moi enfin c'est un de mes dadas et je pourrais en faire une lecture analytique sans doute, mais je pense que c'est très important de comprendre les guerres si on veut comprendre les sociétés dans lesquelles on vit. La façon de faire la guerre quand on veut comprendre les sociétés. Et les guerres sont un moment d'innovation extrêmement important, à la fois sur le plan technique, sur le plan institutionnel. Ils sont souvent négligés dans les histoires économiques ou sociales ou politiques. Je cite dans l'introduction 2 bouquins de référence qui sont des classiques sur les politiques agricoles, etc., Tracy et puis Friedman et puis Michael, où les gens nous font des histoires sur 2 siècles des politiques agricoles ou des échanges agricoles en sautant les guerres. Il y a une espèce d'idée que voilà, les guerres, c'est des interruptions, mais qui n'ont pas d'incidence finalement sur ce qui se passe. Or, de mon point de vue, c'est au moment des guerres, c'est ça qu'il faut regarder précisément pour comprendre les périodes qui suivent. C'est intéressant que tu abordes ça directement, parce que j'avais prévu une petite question là-dessus, parce que ça m'a frappé aussi, tu le dis ça dans l'ouvrage, et finalement tu présentes les guerres sous un aspect assez positif, tu l'as dit toi-même là, réservoir d'innovation, c'est assez frappant. Enfin, finalement, bon, ton ouvrage révèle pas mal de pensées assez pessimistes finalement, puisque une vision du monde qui progresse malgré tout, mais par des ruptures dures, telles que sont les guerres finalement, mais que tu considères dans la logique de l'ouvrage comme des éléments, pas dire positifs, mais source de renouveau et d'innovation. Oui, j'en suis malheureusement ou tristement convaincu de ce point de vue-là. C'est effectivement les guerres qui offrent des opportunités incroyables de changer les choses. Alors, je ne sais pas si c'est pour le mieux, si ça fait progresser, je ne suis pas trop convaincu du progrès elle-même, mais en tout cas, c'est à ces moments-là qu'il va y avoir effectivement les opportunités pour changer radicalement les trajectoires dans lesquelles peuvent être inscrits un pays ou une nation. C'est le moment où effectivement l'État va disposer aura les mains libres, au nom de la défense de l'intérêt national, aura les mains libres pour faire des tas de choses qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Il va pouvoir mobiliser des ressources fiscales, en particulier par exemple très importantes, qui va pouvoir redistribuer les droits de propriété, remettre en cause les droits de propriété. Un des exemples simples mais très directs dans le bouquin, c'est que l'industrie chimique américaine s'est construite à la faveur de la Première Guerre mondiale en expropriant les droits de propriété des entreprises allemandes sur le territoire américain. Ils ont exproprié à la fois les usines et les brevets. Ils se sont appropriés les brevets des Allemands. Et donc, ils ont remis et ça a été validé par le traité de Versailles. Il y a une ligne dans le traité de Versailles de 1920 qui valide ce qu'ont fait les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire d'expatrier en fait les entreprises allemandes. Voilà. Ça, c'est une illustration très simple, mais effectivement du fait que la guerre, c'est le moment où vous pouvez redistribuer les droits de propriété. Et la redistribution des droits de propriété est souvent une condition majeure des changements de trajectoire. Aujourd'hui, je ne crois pas du tout à un quelconque développement durable, ou appelez ça comme vous voulez, sans une redistribution majeure des droits de propriété. Et ça, vous ne ferez pas ça avec des petites manifestations du samedi après-midi. Si on reste sur ce registre de l'alimentation, on l'a commencé à l'aborder, donc on a parlé de la Première puis de la Seconde Guerre, donc en période limitée, où justement il fallait augmenter finalement cette biomasse nutritionnelle. On voit aujourd'hui qu'on est dans une autre transition nutritionnelle, celle de l'excès quelque part. Quand on regarde l'évolution de la consommation mondiale, plus gras, plus de protéines, plus sucré, l'obésité qui augmente un peu partout. Quel
relation tu peux évoquer entre cette transition nutritionnelle qu'on observe un peu partout dans beaucoup de pays et le régime métabolique minier? Comment tu expliques ça? C'est par une théorie de l'offre, de l'excès, c'est comme ça que tu le vois? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de montrer que ce que portent les États-Unis, par rapport à la biomasse et à l'agriculture en particulier, c'est l'excédent, en fait. C'est la surproduction. Il faut revenir un peu en arrière pour comprendre ça, en fait. Les États-Unis ont été une des zones de front pionnier très dynamique et un des fournisseurs importants du Royaume-Uni au XIXe siècle. On produit à la fois coton, mais aussi on produit un certain nombre de produits alimentaires. Mais le front pionnier américain, il arrive à son point d'aboutissement. Il a pratiquement colonisé toutes les terres qui étaient exploitables d'un point de vue agricole en 1900, au tournant du siècle. À partir de ce moment-là, finalement, les États-Unis rentrent dans une longue crise agricole qui va durer jusqu'aux années 30, qui est une crise à la fois d'abord écologique, progressivement, et puis économique. On connaît tous, on a tous vu les raisins de la colère, ou lu les raisins de la colère, etc. Et écologique avec ces incroyables storms, là, les tempêtes de sable. La façon d'en sortir, ça va être le passage à cette agriculture, moi que j'appelle l'agriculture de la chimie, c'est-à-dire l'agriculture dite aujourd'hui conventionnelle, qui est une agriculture de la chimie, en fait, qui repose sur l'injonction de l'injection, excusez-moi, je fais l'injonction, l'injection d'énergie fossile sous forme de pesticides, d'engrais azotés, qui sont la plus grosse partie d'ailleurs en termes de consommation d'énergie fossile, mais aussi de carburant pour les tracteurs. Je n'ai pas parlé du moteur à explosion, mais j'aurais pu. Le problème de cette affaire-là, c'est que très vite, on va se retrouver. Donc, on a fait sauter, de cette façon, toutes les barrières qu'il pouvait y avoir à l'accroissement de la production. À la fois, on a désormais les moyens d'accroître énormément à la fois le rendement et la productivité du travail. Et très vite, le problème redevient la surproduction, en fait. Revient très vite la surproduction. Ça devient très clair pour l'administration américaine dès les années, avant même la fin des années 50, dès que le commerce commence à se remettre en place, dès que l'agriculture européenne recommence à démarrer, et donc on se retrouve avec un problème d'excédent. Et il y a des textes très explicites, très clairs du ministère de l'Agriculture américain qui dit « mais on a trouvé la solution. Pour se débarrasser de ces excédents, eh ben, on va faire manger de la viande aux gens. Parce que c'est formidable. Avec la viande, il faut 3 calories ou 4 calories ou 5 calories pour avoir 1 calorie de viande. C'est formidable. On a là un débouché qui va nous permettre de sortir de notre problème de surproduction. Et tout le débat agricole des pays développés, des pays de l'OCDE des années 50, 60, 70, 80 encore, c'est comment faire face à la surproduction dans le domaine agricole. La surproduction est le problème permanent, récurrent du secteur agricole dans les pays dits développés. Et la recherche de débouchés est une quête permanente. La viande étant un des enjeux, mais l'aide alimentaire en est un autre. La production de sucre à partir de maïs un autre. Et puis les biocarburants, on en parlera peut-être comme étant la dernière avatar de cette logique-là. Voilà, je pense que tu as bien explicité ton idée que finalement, cette transition nutritionnelle est un peu le fruit d'une production agricole structurellement excédentaire. Je ne suis pas complètement convaincu par ça, personnellement. Je pense que c'est un des éléments, effectivement. Là, tu démontres très très bien comment l'offre a explosé finalement un peu partout. Ce n'est pas parce qu'une offre augmente que la demande doit suivre complètement. Donc là, je pense qu'il y a plein d'autres facteurs quand même à regarder sur cette transition nutritionnelle, ces modifications des modes d'alimentation. À mon avis, ce n'est pas dû uniquement à l'excédent, mais ça peut être aussi des caractéristiques de la demande, de l'humain tout simplement, de l'humain en société, de ses besoins, de la façon dont le collectif veut assumer son alimentation. Je veux dire, il y a plein d'autres facteurs que le strict excédent agricole pour expliquer ça. Donc, il peut y avoir d'autres modes de régulation, il me semble. Oui, non, mais c'est sûr. Et il y a tout un débat sur le fait que l'humain, par nature, aimerait la viande et quand il a plus de moyens, il mangerait plus de viande. Je veux bien le croire. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est effectivement pas seulement la dimension production, mais le fait que, mais la dimension hégémonie, justement. La dimension culturelle, c'est-à-dire que ce que vont porter les États-Unis, qui ont, eux, quand même, malgré tout, un problème de surproduction énorme, et qui ont trouvé dans la viande et dans la production animale une façon de gérer en partie ce problème de surproduction,
c'est que le modèle américain porte un modèle consommateur de viande. McDonald's, c'est McDonald's, hein, c'est un truc de viande au départ. Et l'hégémonie, c'est ça hein, aussi, c'est la domination sur le plan culturel. Et une des formes de domination à côté du cinéma et de son popcorn, c'est malgré tout le hamburger. C'est une banalité, mais c'est... Donc là, on peut avoir une discussion, c'est vrai, un peu stérile, peut-être si c'est l'offre qui précède la demande ou la demande qui précède l'offre. Bon, voilà, les deux idées sont possibles. Je voudrais aborder maintenant un autre thème aussi, qui est celui des échanges internationaux, qui dépendent des hégémons. Et par page 280, je crois, tu soulignes un point, enfin tu nous rappelles finalement que les échanges internationaux, les marchés internationaux ne représentent qu'une petite partie finalement de la partie produite, et que c'est la partie instable. Et est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Et tu identifies d'ailleurs 4 complexes, c'est assez intéressant de voir ça. Le complexe de l'aide alimentaire, en fait, qui sont les surplus, c'est pas de l'aide, hein, c'est du surplus pour toi. Le complexe de l'élevage, avec tous les flux de maïs, de soja vers l'Europe, qui sont vraiment encore très forts aujourd'hui. Et le complexe des drug foods, comme tu les appelles, issus du 18e, le café, le thé, le cacao, le sucre. Et enfin, le complexe de 2 produits non alimentaires qui sont un peu particuliers, que sont le caoutchouc et le coton, biomasse non alimentaire. Voilà. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus sur la place justement des échanges internationaux qui paraissaient extrêmement importants donc au 18e, métabolisme solaire, etc., et qui finalement, aujourd'hui, ne le sont plus tellement? Ou moins, du coup. Oui. En fait, c'est surtout par rapport au 19e qu'il faut poser la situation de l'après-deuxième guerre mondiale. Comme je l'ai dit, l'Angleterre donc va vraiment jouer l'ouverture aux importations de biomasse, à la fois de la biomasse non alimentaire, mais aussi de la biomasse alimentaire. Un peu plus tardivement, il y a quelques décennies de décalage, mais elle va devenir très importatrice de biomasse alimentaire. La Navy anglaise assure la sécurité de l'approvisionnement et en 1913, les 3/4 de la consommation anglaise de blé sont de blé importé. C'est 40% de la viande consommée en Angleterre. C'est 100% des fibres végétales. Alors, on n'est plus dans l'alimentaire. En gros, je crois, et j'avais fait le calcul, c'est 35 ou 36% des calories consommées sur le territoire anglais qui sont importées. On est vraiment dans cette logique-là. L'Allemagne et les États-Unis, l'Allemagne d'abord, puis les États-Unis, sortent de cette logique-là, en fait. Et tout ce qui marque le XXe siècle, ça j'en suis vraiment convaincu, jusqu'aux années 1990, c'est une logique d'espace national, d'autosuffisance alimentaire. C'est ça la norme des politiques agricoles du XXe siècle, c'est l'autosuffisance alimentaire. Ça peut paraître bizarre de dire ça, parce qu'on a beaucoup en tête l'idée que la globalisation... La globalisation est dans toutes les bouches. Au début du XXe, etc. C'est faux. C'est d'abord l'autosuffisance alimentaire. Et les échanges qui existent sont des échanges en bonne partie, effectivement, d'excédents, de surplus. Alors, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, c'est-à-dire dans un contexte où finalement la logique dominante était celle de l'autosuffisance alimentaire, autosuffisance d'ailleurs permise grâce à Haber-Bosch, on pourrait dire, grâce à la possibilité d'augmenter de manière incroyable les rendements en injectant du pétrole dans la production agricole. Comment se fait-il que dans cette logique dominante d'autosuffisance, on aille malgré tout des échanges internationaux qui sont marginaux, mais qui existent malgré tout? Et l'idée de complexe, c'est d'identifier la logique propre à chacun de ces échanges. Alors, il y a effectivement tout ce qui est la logique des excédents qui s'incarne au mieux dans l'aide alimentaire. C'est explicite, c'est la loi de 54 des États-Unis sur l'aide alimentaire, c'est une loi de gestion des excédents agricoles. Mais il y a aussi cette logique de la production animale, où là, on a un début de division internationale du travail, c'est-à-dire on revient un peu à une logique vraiment d'échanges internationaux entre l'Europe, initialement, et les États-Unis, avec ces États-Unis qui ont ces excédents de soja et de maïs, qui vont exporter en partie. Mais ça s'inscrit dans une... C'est la reprise, en fait, en partie d'une logique du 19e siècle, où on avait eu... C'est à la fin du 19e, d'abord en Angleterre, puis dans les provinces, enfin en Hollande et dans le nord de l'Allemagne, que va émerger l'idée d'élevage dépendant complètement de l'extérieur pour l'alimentation des animaux. Et ce développement d'un élevage spécialisé en laitier ou viande est basé en fait sur les céréales, sur les grains qui arrivent du Nouveau Monde, d'Argentine, des États-Unis, etc. Ça émerge à la fin du 19e siècle, et c'est une logique qui va perdurer
malgré cette logique d'autosuffisance au cours du XXe siècle, et qui va perdurer en particulier dans les Pays-Bas ou au Danemark, qui va faire que l'Europe, par exemple, qui est malgré tout essentiellement dans sa construction, la construction européenne, qui porte avant tout avec sa politique agricole commune une logique d'autosuffisance, va rester ouverte aux importations, en particulier de soja. Ça, c'est la reprise de cette logique des élevages mis en place au début du XXe siècle en Hollande. Et si on essaye de se projeter aujourd'hui, donc on voit le modèle pétrolier de production de biomasse s'étend partout, mais on voit, donc il s'étend partout, même s'il a de moins en moins de croyants, comme tu le dis, il a de plus en plus de pratiquants. J'aime bien la formule. Aujourd'hui, voilà, on est tous à remettre en cause le système à bout de souffle, mais force est de constater son existence qui s'étend. Pourtant, les hégémonies se déplacent aussi. C'est la fin de l'hégémonie américaine en termes de chiffrés, en termes de part de puissance dans l'économie mondiale. C'est l'explosion de la Chine, qui représente maintenant 20%, comme tu le montres. C'est la baisse des pays de l'OCDE. Comment s'opère ce basculement aujourd'hui? Tu montres bien qu'il reste minier totalement. La Chine est parvenue à changer l'hégémonie, mais en gardant le même système finalement, ou presque. Est-ce que tu peux nous décrire cette période récente un peu? Alors effectivement, il y a l'idée, mais qui est une idée finalement qui est dans le débat depuis un bon moment, que les États-Unis perdent leur hégémonie. Alors, on l'a beaucoup dit dans les années 70, puis il y a eu ce rebond des années 90 avec la chute soviétique, qui a donné une place très dominante aux États-Unis. Et l'idée de retour, de toute façon, que les États-Unis seraient en perte d'hégémonie. Et c'est vrai qu'en termes de part dans l'économie mondiale, c'est clair. Alors, juste, c'est une incidente, mais avec cette situation extrêmement dangereuse, on pourrait dire à l'échelle internationale, liée au fait que les États-Unis ont perdu beaucoup de leur poids économique, mais pas du tout de leur poids militaire. Ce qui laisse la possibilité d'un aventurisme militaire tout à fait possible pour essayer de compenser leur perte de poids économique. Alors ça, c'est un autre volet. Un autre volet, mais c'est ce qui s'est passé en Irak avec l'échec qu'on connaît, mais c'est effectivement, c'est une situation très dangereuse. Et on voit bien les tensions en Asie actuellement. Alors après, effectivement, ce qui s'est passé, c'est cette incroyable montée de la Chine. Alors certes, en France, on a eu un perfide qui a parlé de ça quand la Chine s'éveillera dans les années 70, mais il faut vraiment avoir en tête, d'abord qu'il faudrait parler de la Chine tous les jours, tout le temps, parce qu'on a un événement incroyable. Il n'y a pas de précédent en termes d'émergence, de croissance, d'arrivée d'un pays avec une telle rapidité et d'une telle ampleur. Il n'y a pas d'équivalent historique. L'Allemagne ou les États-Unis du début du XXe, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus limité que ce qui s'est passé avec la Chine, qui en quelques 2-3 décennies passe de 3, 4, 5% du revenu mondial à 20% aujourd'hui et un peu plus. C'est un choc incroyable. Ça, c'est vraiment un choc incroyable. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que pour l'instant, en termes de logique du métabolisme, en termes de régime métabolique, la Chine est purement sur un régime métabolique minier et consomme beaucoup d'énergie fossile, importe beaucoup de pétrole, importe aussi beaucoup de minerais, type minerais de fer, par exemple. Ça, c'est une innovation japonaise que les Chinois ont repris à leur compte, c'est-à-dire l'idée qu'on va importer aussi beaucoup de minerais, ce qui était quelque chose qui n'existait pas beaucoup avant la Deuxième Guerre mondiale, que les Japonais ont mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et que les Chinois reprennent à leur tour, à leur compte, et construisent une puissance incroyable en bénéficiant en même temps d'une conjoncture particulière, d'une situation particulière qui est celle du XXIe siècle, qui est le fait qu'il y a eu une libéralisation des échanges et qu'ils ont pu construire leur croissance beaucoup sur l'exportation. Donc en sortant de cette logique auto-centrée, au moins du point de vue industriel, même si du point de vue agricole, ça reste le cas. Donc là, on voit qu'on a des changements d'hégémon en cours, mais on a une extension du type de métabolisme minier un peu partout, et la situation est peu reluisante. Changement climatique, gaz à effet de serre, une offre abondante, certes, mais des externalités un peu partout, de plus en plus insupportables, biodiversité, pollution, etc. Des ressources de pétrole encore présentes pour un petit moment quand même, de quoi faire pas mal de dégâts. Comment tu vois la fin du métabolisme minier
On voit bien, on parlait de croyants et de pratiquants tout à l'heure, on voit bien des tendances dans le monde vers de nouvelles agricultures qui retournent un peu vers des métabolismes solaires, quelque part, où on va chercher à se détacher de la chimie. C'est quoi cette lutte, finalement? Comment tu vois l'issue? C'est difficile à dire aujourd'hui, mais c'est vraiment la question qu'on se pose, quoi. Sachant que faire un pessimiste, quoi. Mais effectivement, le projet globalement, ce qu'on peut voir dans ces différentes variantes, c'est de sortir du carbone fossile, sortir des énergies fossiles. Alors, on va laisser de côté la question du nucléaire, qui est en train de revenir de façon très prégnante, oui. Très prégnante, hein, et on peut imaginer finalement non pas un effondrement, mais une société nucléaire avec des voitures électriques, enfin avec des tas de trucs électriques posant sur le nucléaire, avec tous les les risques que ça comporte et puis les conditions sécuritaires que ça suppose aussi, sans doute. Mais sinon, ce qui nous intéresse, nous, c'est effectivement le retour au carbone, à la biomasse, en fait, comme alternative au carbone fossile. Et c'est tout le débat qu'on a aujourd'hui sur la bioéconomie, hein, en particulier, qui veut à la fois, qui a une double dimension du point de vue du rapport à la biomasse, et au vivant plus exactement. La bioéconomie, c'est d'un côté substituer, en termes de remplacer le pétrole ou le charbon par de la biomasse comme matière première pour la production de la fabrication de différents produits. Mais c'est aussi utiliser le vivant comme processus de synthèse à la place de processus de réacteurs, hein, qui utilisent beaucoup de chaleur et de pression. Et d'arriver à fabriquer, hein, et là les OGM sont importants, à fabriquer du vivant, des bactéries en bonne partie, qui vont permettre de faire des réactions chimiques qu'on sait faire aujourd'hui dans des réacteurs avec beaucoup de chaleur et de pression, et de le faire par des êtres vivants qui le feront grâce à leurs enzymes, et donc avec beaucoup moins de chaleur. Donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement on pourrait dire un retour à la biomasse, et la chimie n'est pas du tout exclue dans l'affaire, puisque l'industrie chimique, en particulier l'industrie chimique allemande et hollandaise, sont à la pointe là-dessus. Ils essayent de faire le chemin à l'envers du chemin qu'ils ont fait au XXe siècle, c'est-à-dire revenir à la biomasse, avec le côté inquiétant qu'on peut avoir, qui est dans certaine façon, dans ce débat sur la bioéconomie aujourd'hui, il y a très peu de débat sur la production agricole elle-même. On discute des usages de la biomasse, mais pas de la production de la biomasse. Et un peu l'inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est que ces entreprises restent dans cette logique minière, qui est leur logique historique, leur logique constitutive, et la déplacent sur la biomasse, c'est-à-dire d'avoir un rapport minier à la biomasse, disant voilà, il y a des gisements de biomasse, c'est le discours qu'on entend, hein, des gisements de dorment, et bien allons-y, tapons dedans, puisque de toute façon, il y en a. Oui. Ou alors cette génération d'une biomasse biochimique, génomique quelque part aussi. Fabriquer une biomasse à partir de mais il faut bien de l'énergie. d'éléments qui sont pas. Il faut bien de l'énergie. Hein, oui. Et donc si elle vient pas, si elle vient pas du pétrole, elle vient d'où? Voilà. Donc une option, ça pourrait être effectivement une forme de retour au solaire avec le développement de l'agroécologie, etc. Matinée de nucléaire, pourquoi pas, pour fournir de l'énergie aussi, parce qu'il nous en faut plus. Voilà une idée. Alors je crois que le temps, Emmanuel nous rappelle que le temps passe. Donc peut-être il y a certaines questions. J'avais quand même un dernier point que je voulais voir aussi avec toi sur les objectifs du développement durable, les standards de durabilité. Aujourd'hui, on cherche à faire évoluer l'agriculture de partout vers des objectifs. Tu es très sévère avec ça. Page 349, tu nous dis les objectifs du développement durable, ce sont des standards produits par une alliance des grands groupes agroalimentaires, Danone, Unilever, et financiers pour faire office de cache-misère sur les externalités du système minier. Ce sont les petites mains d'une mondialisation heureuse. Je recopie. Hein. Il faut que tu assumes maintenant. J'ai pas de problème pour assumer. Non, effectivement, je ne crois pas du tout. Enfin, je crois pas. Je pense que ce n'est pas possible de concilier un vrai développement durable, alors au sens fort du terme, et des échanges à longue distance, en fait. C'est-à-dire que l'inconvénient des échanges à longue distance, qui ont tas de vertus par ailleurs, en particulier pour le capitalisme, c'est
bah, c'est de cacher les externalités pour les usagers des produits qui nécessitent ce commerce. Alors, les standards de durabilité visent à rendre visible une partie des effets négatifs de cette production, mais il les dissimule en partie aussi. Enfin, on est ce serait une séance en soi, hein, de discuter des standards de durabilité, mais j'y crois qu'à moitié. Alors, juste là-dessus, quelque chose d'un peu nouveau par rapport à ce que je pouvais raconter jusqu'à présent. Il y avait il y a 2 jours un interview dans le Financial Times d'un patron d'un fonds de placement qui est le premier principal actionnaire d'Unilever, ce qu'on appelle dans le monde financier un actionnaire activiste. Les actionnaires activistes vus chez les financiers, c'est que les actionnaires qui veulent plus d'argent. C'est un peu rigolo par rapport à ce terme activiste. C'est comme ça que dans le finance, ça s'appelle un activiste, un actionnaire qui veut plus d'argent. Et ce type disait, Unilever a perdu son âme, a perdu le sens de son travail, il ne sait plus ce qu'ils font, ils nous font des mayonnaises ou ils nous emmerdent avec le développement durable, je ne sais pas quoi, et c'est pas avec ça qu'on va vendre des mayonnaises. Donc ça rejoint ce qui est arrivé à Danone il y a quelques temps, hein, c'est-à-dire que cette logique des entreprises vertueuses, elle rencontre assez vite ce qui est la réalité de leur existence, qui est l'actionnariat. Alors, il y aurait eu un dernier point que j'aurais aimé, parce qu'on va donner la parole aussi à ça, à Emmanuel aussi, c'est pour nous, CIRAD aussi, qui nous préoccupe particulièrement, et l'Afrique dans tout ça, on a envie de dire. Elle apparaît très peu, tu n'en parles pas, je ne sais pas, voilà. Peut-être au détour des questions, on aura l'occasion de revenir sur ces points-là. Bon, bah, merci beaucoup pour cet échange passionnant. On a donc la possibilité de prendre des questions sur le chat pour ceux qui sont présents virtuellement. Et puis là, je vais commencer par donner la parole aux présents dans la salle. Oui, les questions peuvent être adressées à Benoît, mais aussi à Eric, bien sûr. Voilà. Bonjour, Patrice Dumas. Moi, je suis un peu sceptique quand même sur ce que tu dis sur les guerres là. Alors d'un côté, c'est vrai, les guerres, ça permet de réaligner, etc. Mais c'est pas le seul moment. C'est sûr que c'est un moment particulier parce que, en particulier chez les gagnants, effectivement, c'est l'État a pu faire un peu ce qu'il voulait pour pour ce que tu disais, pour la sécurité nationale, etc. Puis chez les perdants, il y a une vacance de l'État, donc il peut y avoir des choses qui se passent, mais c'est pas le seul moment. Il y a eu des moments où il y a des changements importants qui n'étaient pas forcément au niveau des guerres. Et au niveau des innovations, il faut que déjà avant, il y ait eu tout un travail quand même, à la fois social et puis technico-scientifique, pour qu'elles soient déjà prêtes, pour qu'il y ait juste besoin d'appuyer sur le bouton il y en a besoin, allez, tout le monde se met derrière, quoi. Donc d'un côté, effectivement, je suis d'accord que c'est des moments particuliers qui permettent, comme tu dis, hein, de réorienter tout ça. D'un autre côté, ils sont préparés bien avant. Et puis, c'est pas forcément... il peut y avoir des changements aussi qui se font... Alors, ça serait peut-être plus long quand il n'y a pas de guerre, mais ça finit par se faire quand même. Et puis, il peut y avoir aussi des changements importants, des ruptures sans guerre. Enfin, donc, je pense que c'est un petit peu... c'est pas si carré, quoi. Alors, est-ce que si je disais, plutôt que seulement les guerres, la rivalité internationale comme moteur de... Des fois, ça peut être aussi des changements internes, hein, dans les pays, des basculements. Bien sûr, les changements internationaux sont hyper importants, hein. Des trucs qui se passent que dans un pays, généralement, ça donne pas grand-chose à long terme. Mais moi, c'est un peu plus compliqué, quoi. Alors, en fait, bon, c'est un débat on peut pas le trancher, ce genre de choses. En fait. Simplement, moi, ce que je veux pointer, c'est l'importance de regarder les guerres, en fait, de regarder ces moments privilégiés et de regarder les guerres, les effets des guerres. L'histoire dure longtemps et l'effet des guerres dure longtemps. Quand Napoléon fout une tatouille aux Prussiens à Iéna en 1800, je sais plus exactement, ça traumatise les Prussiens. Et ça va se traduire beaucoup de décennies plus tard par l'unification de l'Allemagne et par toute la construction du projet allemand, qui est ce projet de construire une économie nationale sur un modèle rival du modèle anglais, centré sur l'espace national. Voilà, c'est comme ça. Et de même que je pense qu'il est difficile de comprendre ce qui se passe en Chine aujourd'hui sans comprendre l'humiliation militaire qu'a subie la Chine au XIXe siècle. Enfin, la série d'humiliations militaires qu'a subie la Chine au XIXe siècle. Et ça dure longtemps dans le temps. Ça dure très longtemps, c'est un moteur incroyable.
Après, je reviens sur cette histoire. Les moments de guerre sont effectivement des moments d'opportunité. Alors peut-être sur des processus qui existaient déjà, mais dans ce truc très à la mode actuellement, là, le modèle de Gills là, sur les innovations, des tas de petites flèches là, qui à un moment donné vont faire une grosse flèche et puis va faire du changement, il y a une variable qui s'appelle le paysage et qui est essentielle dans l'explication des innovations. En l'occurrence, le paysage, pour moi, une bonne partie du paysage, c'est la guerre. En fait, les rivalités internationales. Et c'est pas du paysage. Enfin, appeler ça du paysage, c'est vraiment voilà. Et donc, je suis assez convaincu effectivement du fait qu'il y a cette logique de rivalité internationale qui est liée, alors en partie à l'histoire européenne, hein, aux particularités de l'histoire européenne, mais qui maintenant domine à l'échelle du monde. Plus une rivalité impériale, mais une rivalité internationale, et qui joue du coup un rôle essentiel dans notre histoire depuis au moins 3-4 siècles. Franck Galtier. Oui, Benoît, tu as dit au début que une de tes idées de départ, c'était de montrer que chacun des hégémones avait un rapport particulier à la biomasse. Et en fait, si je regarde sur la période que tu couvres, les 4 hégémones qu'il y a eu, c'est-à-dire les Provinces-Unies au XVIIe, l'Angleterre au XIXe, les États-Unis au XXe, et peut-être demain la Chine, finalement, on n'a pas l'impression que c'est un rapport à la biomasse qui est très différent. Alors, hormis le cas des États-Unis, effectivement un cas particulier, exportateur net de biomasse, etc. On comprend pourquoi, parce que les États-Unis sont arrivés à une période où la biomasse avait cessé d'être précieuse, d'une part parce que grâce à la chimie, on avait développé des produits de synthèse, donc des alternatives à la biomasse pour tous les usages non alimentaires, et par ailleurs que grâce à la chimie allemande, on pouvait produire facilement de la biomasse en utilisant des énergies fossiles. Et si on regarde les 3 autres, les Provinces-Unies, l'Angleterre, c'est des pays qui importent massivement de la biomasse, donc commerce international, contrôle des mers, etc. Demain, la Chine, avec la route de la soie, il semble que ce n'est pas très différent de ça non plus. La Chine qui se rend compte que les productions agricoles induisent des épuisements des ressources en eau, induisent des pollutions, et qui du coup a fait le choix de produire moins et d'importer davantage. Finalement, est-ce que ce qui ressort de cette analyse, hormis l'exception états-unienne, mais qui s'explique par un contexte finalement assez particulier, si on regarde les hégémones qui avaient avant cette période un peu privilégiée d'abondance où tout était facile, et puis ceux qui aura après, où maintenant on commence quand même à être confronté aux pollutions, peut-être demain à l'épuisement de certaines ressources comme les phosphates, etc. Est-ce que finalement tous ces hégémones-là, hormis la différence de taille, ne fonctionnent pas finalement dans leur rapport à la biomasse un peu pareil? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, d'une certaine façon, c'est vrai que l'angle, en tout cas, si on rapproche la situation du Royaume-Uni de celle des Provinces-Unies, on peut considérer que les Provinces-Unies, le Royaume-Uni, c'est la reproduction de ce qu'ont fait les Provinces-Unies à une échelle extrêmement agrandie, du seul fait de la taille du pays en termes démographiques, mais aussi du fait de cette ressource d'énergie mécanique dont dispose le Royaume-Uni désormais grâce à la machine à vapeur, qui va permettre de transformer beaucoup plus de biomasse et d'aller la chercher beaucoup plus loin. Donc c'est vrai que malgré tout, avec une différence quand même assez sensible, c'est que il y a un déclin, un déclin de l'agriculture anglaise au XIXe siècle lié à ces importations massives, qui est moins clair aux Provinces-Unies. Au contraire, les Provinces-Unies, en fait, reprennent une partie des innovations flamandes qui avaient émergé beaucoup plus tôt au Moyen-Âge, et ont plutôt une agriculture très performante. Mais en même temps, apportent beaucoup de biomasse, y compris alimentaire. Apportent la moitié des grains consommés à Amsterdam sont importés de la Baltique. Donc c'est vrai que c'est une question, et de ce point de vue-là, les États-Unis seraient un peu l'exception qui confirmerait la règle qu'un hégémone se doit d'importer finalement la biomasse qu'il consomme. C'est un point important, et c'est un point d'autant plus important aujourd'hui que on entend parfois en France des discours qui voudraient que le fait d'exporter des produits agricoles soit un signe de puissance, soit un instrument de puissance, qui est assez pathétique à entendre. Non, mais ça existe vraiment. Et qu'il n'est pas question qu'on laisse aux Ukrainiens nous tailler des croupières sur le marché du Maghreb ou des choses comme ça, qu'on est prêt à saloper nos nappes phréatiques et à détruire la biodiversité pour pouvoir exporter du cochon en Chine. C'est vrai que
A priori, être un exportateur de produits agricoles, c'est plutôt être dans une position subordonnée. Et les États-Unis sont plutôt une exception, mais sont une exception aussi parce que ce qu'ils exportent, c'est des excédents. C'est des excédents, ils en ont trop. C'est une logique d'excédent, de se débarrasser d'un truc. C'est une logique qui s'est mise en place dans les années 30. Hein. Je vous rappelle que les Brésiliens, par exemple, eux, ont brûlé 2 ans de consommation mondiale de café dans les locomotives ou l'ont jeté à la mer. Il y a cette logique d'excédent qui est propre au XXe, qui fait que voilà, on en a trop. Mais derrière ça, on a trop d'énergie, de certaine façon. Hein. Enfin, dans le cas des États-Unis, c'est très clair. C'est l'abondance de l'énergie et le bas coût de l'énergie qui génère cet excédent agricole. Par rapport à ça, il y a une lecture aussi qu'on peut faire de ton ouvrage, là, c'est de dire que finalement, il y a des évolutions de métabolisme, mais qui se répandent à l'échelle mondiale, finalement. Ils ne restent pas cantonnés, ils se voient appropriés par l'ensemble. Et ces changements de métabolisme, ils sont permis par des avancées scientifiques. Je ne suis pas du tout scientiste dans ma façon de voir les choses, mais là, paradoxalement, ton bouquin nous amène à ça quand même. Hein. Il y a des grandes avancées qui sont liées à la science. Et après, finalement, chacun des hégémons, c'est des opportunités, c'est des situations. Ils se trouvent dans les situations où finalement ces innovations leur servent plus qu'à d'autres pour des raisons démographiques, de localisation, etc. Et c'est finalement ça qui fait cette succession d'hégémons, les guerres n'étant aussi que des avatars à un moment, des moments comme des techniques des plates. Il y a un moment, il y a un tremblement de terre à un endroit. Voilà un peu la vision que j'ai après la lecture de ton livre. Complément très rapide par rapport à ça. Si on en croit un auteur comme Giovanni Arrighi, il y aurait une espèce de loi d'histoire. Alors, il faut toujours se méfier des lois d'histoire. La contingence est essentielle dans l'histoire. Mais qui voudrait que, si on prend ces successions d'hégémones, en fait, on aurait d'abord une règle. Règle numéro 1, c'est que l'hégémone est de plus en plus grand, de plus en plus gros. Provinces-Unies, Royaume-Uni, États-Unis, Chine, vous voyez bien en termes de taille, a des poids de plus en plus importants, ne serait-ce que d'un point de vue démographique. Et en même temps, il y aurait une accélération. C'est-à-dire que la phase d'hégémonie serait de plus en plus courte et la phase de rivalité interhégémonique peut-être, elle, de plus en plus longue. Moi, je veux bien prendre la suite. C'est la suite d'ailleurs de ce que disait un peu Franck, à mon avis. Karine Barbier, tu parlais tout à l'heure effectivement de la bioéconomie et donc du fait que voilà, aujourd'hui des entreprises peuvent finalement passer du minier à l'exploitation de la biomasse et en faire finalement une mine comme une autre. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette biomasse, elle est renouvelable tant qu'elle n'est pas surexploitée. Et donc, quelque part, c'est aussi une ressource finie de ce point de vue-là, puisqu'elle est renouvelable annuellement, etc. Mais c'est une ressource qu'on ne peut pas surexploiter et c'est justement ce qu'on va probablement commencer à faire de plus en plus si on continue avec l'extension de la demande des besoins comme on le fait aujourd'hui et de la production. Pardon. Et donc, finalement, cette question de surexploitation de la biomasse, on voit bien que cette biomasse, par ailleurs, elle est localisée. C'est-à-dire, on en parle quand on parle de la production agricole, des échanges, de la forêt, etc. C'est-à-dire qu'elle a une caractéristique qui est liée à la terre et au sol, donc à l'espace. C'est pas simplement du rayonnement solaire, quoi. Et donc, finalement, l'enjeu qui revient, enfin qui reste toujours le même, c'est finalement l'accaparement des terres, c'est-à-dire la manière dont on partage, on est capable de partager l'usage des sols, soit d'une manière raisonnable et qui permette justement de résoudre notre problème de limite planétaire, soit on ne l'est pas capable, quoi. Donc, au-delà de j'ai envie de dire, de ce métabolisme minier et métabolisme solaire, derrière, on reste finalement sur cette question de comment on utilise le sol et pourquoi et dans quelle mesure et au profit de qui, quoi, finalement. Oui, c'est vrai que y a cette question d'accès au sol, de contrôle, de maîtrise de l'espace, quoi, en fait, hein, qui est un vieux problème, qui a un peu disparu au XXe siècle du fait de cette possibilité offerte par l'agriculture de la chimie d'augmenter énormément la production du territoire national, et donc qui a un peu mis de côté ce problème, et plutôt
on a plutôt eu trop d'espace agricole. Dans un pays comme la France, la surface agricole a diminué, les forêts ont augmenté, etc., etc. Et c'est vrai que ça revient au premier point. Alors, on a beaucoup exagéré, il y a 10 ans de ça, ce débat sur l'accaparement des terres, sur le fait que ça y est, on y était, que la Chine voulait acheter des terres partout, etc. Je ne sais pas où on en est exactement aujourd'hui, mais les auteurs qui ont beaucoup mis en avant cette histoire d'accaparement des terres sont revenus en arrière sur ce qu'ils avaient pu dire, en particulier à propos de l'Afrique. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'enjeu sur l'Afrique, ça a d'abord été les ressources minières. Et la Chine en Afrique, c'est d'abord les ressources minières. Je voudrais en profiter pour souligner en même temps l'énorme ambiguïté de ce projet bioéconomie. Il y a l'idée qu'on a beaucoup de produits agricoles et puis il y a en plus des tas de terres qui étaient autrefois agricoles qui aujourd'hui sont pleines de forêts, pleines de biomasse et tout ça. Mais en fait, tout ça n'est lié qu'au fait qu'on a beaucoup de pétrole dans l'agriculture. C'est-à-dire cette abondance de biomasse, qu'elle soit agricole ou non agricole dans un pays comme la France ou forestière, elle est liée au fait qu'on a beaucoup de pétrole dans l'agriculture. Ce qui fait que certes, on a beaucoup de biomasse, mais enfin, il faut faire le bilan. En fait, un des indicateurs très importants dans ce débat-là, c'est le rendement énergétique en fait, des activités. Et combien d'énergie fossile on met pour avoir une unité d'énergie fossile pour avoir une unité de biomasse? Et je parle de ça parce que le cas des biocarburants français, par exemple, c'est une caricature de ce que pourrait être un projet de bioéconomie. Dans le sens où on a un rendement énergétique avec le colza qui doit être autour de 1,2, c'est-à-dire qu'on met une unité de pétrole pour avoir une unité de calories sous forme de biodiesel. C'est absurde. C'est absolument absurde. Ça n'a aucun sens. Plus, au passage, on pollue, on fout des nitrates, enfin, etc., etc. Ça n'a absolument aucun sens. Le seul sens du projet biocarburant français, c'était une logique d'excédent. On avait développé une production d'oléoprotéagineux au nom de l'alimentation, plutôt destinée à l'alimentation animale. Ça, c'est un vieux fantasme français et européen depuis les années 70. Et on avait de l'huile dont on ne savait pas quoi faire. C'était un excédent. Et les gens d'Avril et compagnie ont eu une idée géniale. Ils ont dit on va vendre ça au nom de la substitut du pétrole, etc., etc., etc. Ce qui est une véritable escroquerie du point de vue de la logique vraiment énergétique, etc. Alors, peut-être c'est une bonne transition. Il y a une question qui a été posée dans le cadre du chat, mais peut-être tu voulais, Eric, je vois que tu prends le micro, tu voulais compléter? Oui, juste sur cette question de l'énergie, ça on voit dans le livre aussi, c'est comment le rôle de la Terre a évolué là-dessus. La Terre productrice d'énergie au début, du bois, de la biomasse, la Terre consommatrice d'énergie aujourd'hui avec l'agriculture conventionnelle, où là on est à côté de la plaque pour le coup. Et demain, peut-être de nouveau productrices d'énergie. On voit les éoliennes, cellules photoélectriques, voilà. Et aujourd'hui, production de biomasse pour capter du carbone, quand même nouvel usage. Ça, on n'y avait pas pensé avant à ce coup-là. Donc voilà, c'est intéressant de voir cette évolution. Et puis, il y a la question des agrocarburants que tu viens mettre, qui est effectivement là à décortiquer sur toutes les pincettes, selon les conditions où c'est fait, comment c'est fait. Mais là encore, ça montre que mettre l'énergie au cœur de l'analyse et de l'évaluation, c'est important. D'accord, donc je pense que la question suivante est une bonne transition. Alors par contre, la question n'est pas très précise, mais c'est Afrique, palmier à huile, biomasse, point d'interrogation, CIRAD, point d'interrogation. Oui, ça fait partie des choses qui sont dans le paysage aujourd'hui, c'est-à-dire d'utiliser l'huile de palme comme source pour la production de biocarburants. Le projet est sur la table, il est en cours. On connaît les aventures et les avatars de Total au site de la Med, près de Marseille, où ils ont converti une partie de la raffinerie en unité de production de biocarburants à partir d'huile de palme, normalement aussi d'huile recyclée française, mais en fait l'enjeu c'est l'huile de palme. Oui, bon, ça risque de se faire, ça va sans doute se faire. On va faire produire peut-être du palmier à huile et de l'huile de palme en Afrique pour faire des biocarburants. Voilà, j'aurais du mal à m'enthousiasmer sur cette idée-là.
Peut-être Avril va pouvoir investir, racheter des terres pour pouvoir nous alimenter en biocarburant à partir d'huile de palme d'Afrique. On appellera ça sans doute le développement, quelque chose de ce genre. Le CIRAD risque sans doute d'y participer. On va en partie exploiter les ressources, la biodiversité, etc. Enfin, dégrader l'environnement africain pour avoir du biocarburant à partir d'huile de palme. J'ai du mal à me réjouir de ce genre de projet. C'est comme quand les Français se félicitent de vendre des cochons aux Chinois. Je ne suis pas sûr que ça, dans la durée, que ça mène grand-chose de bien pour le pays. Peut-être sans parler des biocarburants, des agrocarburants, ce n'était pas forcément l'enjeu de la question, mais qu'est-ce que ça pose comme question au CIRAD, j'imagine, et qu'est-ce que ça pose comme question sur les travaux que le CIRAD réalise peut-être en Afrique sur le palmier à huile. Ça nous sort beaucoup du débat de la matinée. Moi, je continue de me poser la question, qu'est-ce que vient faire un organisme financé en bonne partie par de l'impôt français, par des contribuables qui, s'ils ne payent pas leurs impôts, iront en prison. Quel sens ça a qu'un organisme français se passionne comme ça pour le palmier à huile? Je ne comprends pas très bien. Ça reste... Moi, j'ai une lecture historique de ce genre de choses, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un héritage de la période coloniale, et pas seulement coloniale, mais vichiste, qui était que Vichy, effectivement, l'IRHO a été créé sous Vichy pour essayer de développer une production d'oléagineux dans l'Empire, au nom d'une stratégie d'autarcie impériale, qui était la stratégie poursuivie par la France, et qui a été poursuivie jusqu'en 1957, jusqu'au traité de Rome, qui a survécu à la Première Guerre mondiale, et l'IRHO d'ailleurs a survécu à la Première Guerre mondiale, a survécu aux indépendances, bravo. Mais qui est une logique historique qu'on traîne avec nous comme ça. C'est peut-être un peu brutal ce que je dis là, mais dont j'ai du mal à voir vraiment les enjeux pour le contribuable français, voilà, par exemple. Moi, je voudrais poser une question. Non, c'était juste pour élargir le débat sur la place de l'Afrique dans le livre. Je pensais qu'elle était peu importante, parce que l'Afrique n'a jamais été un hégémon. Mais comment tu vois ça, ce rapport justement des hégémons à ce continent? Alors, l'Afrique, elle est présente à plusieurs moments dans l'histoire de cette histoire-là, qui est une histoire centrée sur l'Europe. De nouveau, je rappelle que je couvre un moment de l'histoire humaine où l'Europe et ses extensions, ce que Crosby appelle les pays néo-européens, dominent le monde, jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être ils ne vont plus le dominer. Dans ce contexte-là, on rencontre l'Afrique à différents moments. On la rencontre, alors on va passer sur l'or, qui est plutôt une affaire plus ancienne, et puis qui existe toujours d'ailleurs. On la rencontre avec la question de la traite des esclaves, qui est quand même importante, et on pourrait dire la façon dont l'Afrique participe à cette histoire, en particulier au XVIIIe siècle, et les Français sont très concernés par ça, puisque Saint-Domingue, qui va devenir après Haïti, c'est la plus grande colonie productrice de produits tropicaux, sucre, cacao, café, et mince, je ne vais pas me rappeler, une teinture, l'indigo qui était importante. Bon, voilà. Après, au XIXe siècle, l'Afrique en fait joue un rôle marginal par rapport à cette ouverture du marché européen aux importations de biomasse. L'Afrique est relativement sur la touche dans cette affaire-là. Elle contribue avec des oléagineux, c'est ce qu'on appelle le legitimate trade, en fait, qui va se substituer aux esclaves, c'est-à-dire que les anciens princes locaux qui vivaient sur la traite des esclaves vont favoriser le développement des échanges d'oléagineux. L'huile de palme dans le cas du delta du Niger, et puis l'arachide en Sénégambie, avant que les puissances coloniales s'en mêlent. Il y a tout un commerce qui se met en place sous l'impulsion des autorités locales. Et puis, il va y avoir cette phase post-14-18, qui est le moment
vraiment où en fait l'Afrique va arriver dans le commerce de biomasse, dans l'exportation de biomasse, en particulier dans le cadre des stratégies, dont je viens de parler, d'autarcie impériale. Mais donc c'est une arrivée tardive. En fait, ça fait partie de mes critiques sur la notion de pays en développement, ce genre de choses, c'est qu'on a des chronologies extrêmement différentes si on compare l'Amérique latine, l'Asie ou l'Afrique. Finalement, l'arrivée de l'Afrique dans cette histoire-là, elle est tardive. L'histoire coloniale africaine, elle est très courte, comparée à l'histoire coloniale américaine, par exemple. 1492, Christophe Colomb arrive en Amérique, et globalement, les pays latino-américains deviennent indépendants vers 1810-1815, au moment où Napoléon envahit l'Espagne et le Portugal. Ce n'est que vers 1913 que la Côte d'Ivoire est complètement pacifiée, que les Français contrôlent vraiment la Côte d'Ivoire. Donc c'est un siècle après les indépendances latino-américaines, et pour très peu de temps, pour 2-3 générations, à peine, pour 50 ans. Donc c'est pas du tout la même histoire. Et du point de vue de la participation aux échanges, c'est aussi très tardif en fait. C'est-à-dire que les colonies africaines jouent un rôle vraiment marginal dans l'approvisionnement de l'Europe jusqu'en 1913-1904, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ce n'est qu'après, sous l'impulsion en particulier des stratégies d'autarcie impériale, les Français étant vraiment le cas le plus spectaculaire de ce point de vue-là, que vraiment va se mettre en place une production à la fois d'oléagineux, de café, de cacao, un peu d'huile de palme, mais bon voilà. Mais c'est très tardif. C'est très tardif. Et puis, arrive la Deuxième Guerre mondiale, les Français restent dans cette logique-là jusqu'au traité de Rome, ce que je disais tout à l'heure. Il faut comprendre que le traité de Rome, c'est, du point de vue de la France, le choix de l'Europe contre son histoire impériale, contre son histoire coloniale, en fait. C'est la remise en cause de la stratégie d'autarcie impériale et c'est la remise en cause de l'accès privilégié dont bénéficiaient les pays africains sur le marché français. Accès privilégié avec des droits de douane qui les protégeaient vis-à-vis de leurs concurrents, qui leur offraient des prix supérieurs aux marchés internationaux. Et d'une façon, la France a lâché, peut-être pour le mieux, a lâché ces anciennes colonies du point de vue comme débouché en fait de leur production agricole, comme débouché privilégié de leur production agricole. Il faut savoir que l'aide européenne qui se met en place au début, avec la Convention de Yaoundé, la première, c'est une logique de compensation précisément par rapport à ça. L'aide européenne, elle s'est construite dans une idée que aide not trade, de l'aide, pas du commerce. Vous perdez votre accès au marché français, parce que la France s'intègre au marché européen, mais on vous donne de l'argent pour compenser. On vous donne de l'argent pour compenser, pour échanger de culture, etc., etc., etc. Et je considère qu'une partie des difficultés qu'a connues l'Afrique dans les années 60, 70, 80, est en partie liée à ça, au fait qu'elle s'est retrouvée d'un seul coup face à un marché européen qui s'est fermé pour ses exportations d'un certain nombre de produits, les oléagineux étant le cas le plus spectaculaire de cette affaire. Et aujourd'hui, l'Afrique revient en partie, depuis les années 2000, l'Afrique revient en partie sous la forme d'exportation, mais on en est au tout début potentiellement de ce qui pourrait se passer, effectivement, compte tenu des besoins à venir ou déjà présents de pays comme la Chine. Oui, ça répond partiellement. Là, tu réponds par la législation des échanges. Ça ne nous explique pas complètement comment et pourquoi le changement de métabolisme en Afrique, il s'opère pas, pourquoi il s'opère pas et à quel moment. Je te demande pas de répondre là, c'est une vaste question. Mais il reste des zones d'ombre, il me semble, sur cette question-là. Sur cette histoire de métabolisme, sur le métabolisme, je pense que pour l'instant, la norme reste le métabolisme minier, fondé sur ce qu'on appelle le développement, c'est l'expansion, en partie ici, malgré tout, la croissance des pays africains au cours des 20 dernières années, elle a loin d'être négligeable. Un pays comme le Nigeria doit sa croissance, qui a été ce qu'elle a été depuis 20 ans, à l'utilisation du pétrole. Ça reste, pour l'instant, la norme reste la diffusion du métabolisme minier, y compris dans l'agriculture. Ce qui est un peu désolant, de certaine façon, c'est qu'on étudie aussi peu ça. C'est-à-dire que ce soit le CIRAD ou l'INRA ou ce genre d'organisme, c'est-à-dire qu'on se passionne pour les alternatives, pour l'agroécologie, etc. Alors que pour l'instant, le mouvement qui reste dominant, c'est l'expansion à l'échelle du monde, la diffusion à l'échelle du monde de l'agriculture de la chimie. Tu le disais tout à l'heure, c'est pas parce que c'est dominant qu'il faut que le CIRAD s'y intéresse. Je prends l'exemple du palmier à l'huile quand même. Bon. Oui, moi je voudrais poser une question aussi.
Donc, le livre met le focus sur les hégémonies et une succession chronologique donc, de ces hégémonies, les basculements de l'une à l'autre, etc. Donc, ça fait un parcours chronologique de ce qui est dominant. Et du coup, je me pose la question des contre-hégémonies et des alter-hégémonies. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, dans beaucoup de régions du monde, par exemple en Indonésie, il y a des sociétés, des populations qui reposent encore sur un système, un métabolisme solaire. Et ça, c'est aujourd'hui. Voilà, donc c'est certainement pas les modèles hégémoniques, on peut dire c'est des alter-hégémonies. C'est très peu mis en visibilité. Donc, est-ce que, voilà, qu'est-ce que, par rapport à ton parcours historique et extrêmement documenté, comment tu resitues aujourd'hui ces alter-économies qui reposent encore sur ce métabolisme solaire, en fait? Ben, je leur donne pas grande chance. Honnêtement, je pense que, sauf effondrement de la logique métabolique minière, elles vont se faire broyer. Je ne vois pas comment. C'est ce qui s'est passé en Europe, c'est ce qui s'est passé partout. C'est ce qui s'est passé en Chine, c'est ce qui s'est passé. La Chine avait quasiment un métabolisme solaire encore jusqu'aux années 50. Le communisme, j'en parle pas du tout, enfin ou très peu, on en parlait avec Eric hier, du socialisme réel, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Chine, en Russie, etc. Ça a été une voie de transition accélérée au métabolisme minier et qui a broyé à l'occasion, au passage, toutes les formes de métabolisme solaire qui pouvaient exister dans ces territoires. En fait, ce qui me rend très pessimiste par rapport à tout ça, c'est effectivement la rivalité internationale. C'est-à-dire que la rivalité internationale, ça implique d'être puissant, et riche éventuellement, et que pour être riche et puissant, il faut avoir de l'énergie et de la matière. Et que de ce point de vue-là, la course à l'énergie et à la matière, elle est loin d'être finie. Alors, la seule touche, je ne sais pas si on peut dire d'optimisme ou je ne sais pas quoi, en tout cas, qui fait dérailler mon histoire et qui me met un peu en panne, en fait, c'est le fait qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui qu'il y ait une guerre, que la conquête de l'hégémonie puisse se reposer sur une guerre mondiale. Parce que la bombe atomique, en fait. C'est-à-dire que l'hégémone serait hégémone sur une planète détruite, quoi. Donc, on est dans une espèce d'impasse par rapport à ça, sur la rivalité internationale et la conquête de l'hégémonie. Et j'ai pas d'idée, hein, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, le jeu a changé à Hiroshima, quoi. Le jeu a changé et effectivement, on a eu une guerre froide qui est restée froide pendant 40 ans parce que la bombe atomique, quoi. Et donc, la question, elle va être la même avec la Chine aujourd'hui. L'affrontement Chine-États-Unis, elle est forcément contrainte par cette variable. On approche de la fin de la séance, donc peut-être si voilà, si. Juste, c'est assez pessimiste, mais c'est vrai qu'on a évoqué le nucléaire à la fois comme fin de tout et comme aussi comme possibilité de renouveau énergétique. Donc, c'est assez paradoxal. Mais bon. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Je vous laisse le mot de la fin. Alors, merci beaucoup pour cette rencontre passionnante. Je laisse le mot de la fin à Benoît. Merci beaucoup pour cet échange et pour ce bouquin passionnant dont je recommande la lecture à tous. Benoît. Pour corriger ce que j'ai dit tout à l'heure, merci de me donner le mot de la fin. En fait, quand je disais que je me désolais qu'on ne s'intéresse pas au processus dominant, à l'expansion de l'agriculture, de la chimie, ce n'était pas pour qu'on l'accompagne ou qu'on la promeut, hein, mais qu'on s'y intéresse, qu'on regarde ce qui se passe. Qu'on regarde ce qui se passe et qu'on ne s'intéresse pas juste aux petites innovations alternatives, etc., qui y a par-ci, par-là, qu'on s'intéresse aux méchants, quoi, en fait. C'est un peu un slogan que j'ai, moi. Intéressons-nous aux méchants, quoi. Regardons ce que font les méchants, ce qui se passe, et ça nous aidera quand même à comprendre un peu
vers où on va. La fin.